Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon FXRS Chevrolet 1982, mais d'abord on va faire un petit tour de la moto tant qu'on est encore en extérieur, ensuite on poursuit le reste dans le garage. Alors voilà, on va faire rapidement le petit tour du propriétaire, donc 1982, première année post-AMF, après le rachat d'Harley-Davidson au groupe AMF en juin 81. D'ailleurs sur le garde-boue avant, le petit médaillon commémoratif 1982 est là pour rappeler l'événement. Voilà. Donc je vous parlerai ensuite de la petite histoire de ce FXRS 82 et de son contexte, le contexte de sa fabrication. Donc celui-ci est entièrement d'origine. Voilà, c'est pas la plus belle Harley qui soit de cette époque, mais j'y suis particulièrement attaché parce que en 1982, j'avais déjà le catalogue avec la publicité donc de cette moto. Et à l'époque, je roulais avec un petit 50 à vitesse et sincèrement, ce genre de moto me paraissait totalement hors de portée, quoi. C'était le rêve inatteignable pour moi à l'époque. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, c'est pas la moto de mes rêves, mais c'est en tout cas un petit fantasme de jeunesse, pardon, que j'ai que j'ai atteint. Voilà. Donc pour résumer l'histoire de ce FXRS, il faut savoir qu'en 1980, Harley-Davidson a sorti un modèle touring qui s'appelait le FLT. Le FLT qui avait son moteur suspendu en 3 points, on appelait ça un rubber mount, même si c'était pas des montages sur cylindre bloc de caoutchouc, mais sur un système de biellette réglable, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Le cadre de ce moteur FLT était lui aussi tout nouveau et on a cru nécessaire chez Harley-Davidson d'adapter donc ce nouveau châssis et ce nouveau moteur suspendu en 3 points à un modèle un peu plus léger, un modèle custom. Donc la particularité de ce FXRS, c'est d'avoir un tout nouveau cadre qui a été en partie dessiné par Eric Buell, mais aussi en partie par ordinateur, donc pour la toute première fois chez Harley-Davidson. Et il a donc la particularité d'avoir cette triangulation là sous la selle et puis un ancrage d'amortisseur différent de ce qu'on trouvait donc sur toutes les bases FX, FXR, donc toutes les autres Superglide, avec un ancrage d'amortisseur inférieur qui arrivait au niveau de l'axe de roue. Les autres ancrages étaient peut-être un peu plus esthétiques, ils partaient donc de ce niveau-là sous la selle et ils allaient s'ancrer au milieu du bras oscillant, ce qui fait que le bout du bras oscillant avait tendance à tortiller un petit peu. Donc ce cadre-là était donc 5 fois plus rigide que les cadres précédents, plus étroit aussi, beaucoup plus fin, ce qui permettait donc de garder une silhouette de l'ensemble de la moto qui est vraiment très très fine vue de face. Voilà, là vous le voyez bien. Le moteur, l'ensemble moteur, boîte et primaire est boulonné ensemble, donc tout est boulonné donc dans le châssis. La boîte est une boîte 5 vitesses, sans kick. Et les cale-pieds avant, les cale-pieds l'autoroute étaient vraiment standards sur le modèle FXRS. Il y avait aussi en 82 le modèle FXR qui avait une peinture noire unie et des jantes à rayons. Et donc le modèle FXRS qui avait ses jantes à bâton, une peinture 2 tons et puis quelques accessoires en plus comme le petit dosseret, le petit sissi bar avec le dosseret et puis comme ces cale-pieds l'autoroute par exemple et puis quelques chromes en plus, voilà. Nous voici dans le garage, j'ai fait un petit peu de place pour rentrer le FXRS que Harley-Davidson au tout début appelait la Superglide 2 et c'est une appellation qu'ils ont rapidement
laissé tomber, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils se sont concentrés ensuite sur l'appellation FXRS uniquement. Et donc, comme je vous disais, il y avait le FXR d'un côté, le FXRS qui était la version un tout petit peu plus haut de gamme. Alors, pour résumer donc le contexte de 1982, c'était donc, comme je vous disais, la première année après le rachat donc d'Harley-Davidson au groupe AMF. Et c'est pas parce que les 13 principaux actionnaires de la nouvelle compagnie indépendante Harley-Davidson avaient donc réussi à sauver la marque qu'ils étaient pour autant sortis d'affaires. Hein. Ils ont dû vraiment travailler d'arrache-pied pendant plusieurs années pour renflouer les comptes. Ils ont déjà travaillé à l'époque au moteur Evolution, donc ça, déjà, ça faisait déjà quelques années qu'au bureau d'études, on travaillait sur un remplaçant du Chevrolet. Il y a eu de gros problèmes économiques, c'est-à-dire que sur 3800 employés qu'il y avait en 81, on en a supprimé 1600. Il y a eu 1600 licenciements parmi les 3800 employés qui travaillaient donc dans les différentes usines Harley-Davidson. Par ailleurs, ces employés qui restaient donc étaient vraiment très très attachés à la marque et ils ont été manifestés, donc en 82, ils ont été manifestés jusqu'à Madison dans le Wisconsin pour s'opposer au fait que la police d'État, donc de tout l'État du Wisconsin, roule en Kawasaki plutôt qu'en Harley-Davidson. Alors, c'était la grande époque de la guerre contre Harley-Davidson, enfin entre Harley-Davidson et les constructeurs japonais. Et les constructeurs japonais commençaient déjà à marcher un peu sur les plates-bandes d'Harley. Donc dès la fin des années 70, en 78 par exemple, il y a eu un XS 650 Yamaha qui s'appelait le XS spécial avec un drapeau américain sous la selle. Et donc je vais vous le montrer là à l'écran. Donc là, on commence déjà un tout petit peu à marcher dans le terrain du custom. En 79, il y a eu plusieurs modèles de Suzuki qu'on appelait les low slinger. Voilà, donc il y a eu différentes cylindrées, je crois de 450 jusqu'à 1000 cm3 environ. Il y a eu le Honda CX 500 Custom aussi en 79. En 81, il y a eu de chez Yamaha la Virago. Et puis alors là, c'était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase pour Harley-Davidson. Donc Harley-Davidson avait invité le président Reagan à l'usine à Milwaukee. Et Reagan était d'accord pour taxer donc les imports japonais de plus de 700 cm3. Alors c'était 45% la première année, 35% la deuxième année, c'était dégressif, donc ensuite 20%, 15%, 10%, et je crois que tout ça s'arrêtait en 88. Et donc c'était pour les motos de plus de 700 cm3. À partir de 700 cm3, qu'est-ce qu'ont fait les Japonais? Ils ont sorti des modèles de 699 cm3 pour continuer d'inonder le marché américain avec des customs, donc ce qu'on appelle les customs métriques. Alors Harley-Davidson était vraiment très très remonté contre les Japonais, d'autant que les Japonais, sans copier à 100% les modèles custom de chez Harley, s'en inspiraient quand même. Et Harley a commencé à sortir des pubs anti-japonaises. Donc je vais vous les montrer dans un instant. Mais tout d'abord, là, voici quelques magazines que j'ai donc depuis cette époque. Hein. Là, par exemple, un enthousiaste de 1982 qui est tout scotché. Voilà. Et alors, au milieu, il y a cette fameuse pub. Attendez. Bon, la voici. Ah, il tombe un peu en miettes le magazine. Hein. Voilà. Enfin, je vais vous la montrer mieux à l'écran. Une pub qui est rédigée à moitié en anglais, à moitié en japonais. Et il y a marqué, voilà, on vous présente le FXRS révolutionnaire. Peut-être que cette fois-ci, rien ne sera perdu dans la traduction. Il y a aussi, ça c'est le catalogue des accessoires 1982. Donc il y a tous les petits gadgets, les mugs, les machins. Voilà, c'est la première fois qu'on voit la pub avec la tirelire qu'on pouvait ensuite acheter au catalogue à la demande de la clientèle. Et il y avait aussi cette pub-là. Tenez les Japonais, voici votre prochain custom. Et donc c'est une caisse en partance pour le Japon avec un FXRS 1982 à l'intérieur, comme c'est indiqué sur le bois de la caisse. Voilà.
J'ai trouvé autre chose de super exceptionnel pour aller avec cette moto, parce que je vous rappelle que cette moto est vraiment totalement d'origine, quoi. Il y a même le gros filtre à air moche, il y a toutes les pièces moches que j'aurais été le premier à virer il y a encore 20 ans en arrière. Donc les gros rétroviseurs, les instruments, le feu arrière, les clignotants, alors sans parler du filtre à air, l'énorme filtre à air qui a été imposé par les normes anti-pollution californiennes notamment, qui étaient très draconiennes. Et puis maintenant, le fait de voir une moto comme ça, qui a réussi à traverser les années 80-90 sans être cannibalisée, sans être transformée en chop, enfin bon, sans parler du fait que le FXRS, c'est vraiment pas la bonne base pour faire un chopper, hein, parce que vraiment tout le bloc propulseur est boulonné, c'est pas très très joli. Mais enfin, toujours est-il que j'ai trouvé donc ceci, donc ça, c'est le manuel d'utilisateur avec tous les papiers pour déballer la moto quand elle est absolument neuve, les papiers de l'AMA pour la sécurité routière et tout ça. Et donc ça n'avait jamais été ouvert. Alors, grand dilemme, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre pas, hein. Il y avait encore de l'air américain de 1982 là-dedans. Donc, bah écoutez, j'ai réussi à en trouver un deuxième. Donc, il y en a un que j'ai laissé sceller, vraiment scellé, c'est celui-ci. Et j'en ai un autre que j'ai ouvert. Voilà, donc il y a le manuel d'utilisateur, les petits papiers de l'AMA, voilà, ça c'est riding tips. Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, riding tips, donc comme si on avait besoin de ça pour apprendre à conduire. Enfin, en tout cas, si on en est à ce point-là, vaut mieux commencer avec un petit 50 qu'un FXRS. Et donc là, il y a aussi toutes les instructions pour la mise en route, aussi bien pour les FXR, FXRS et FLT. Voilà. Ah ben voilà, là il y a toutes les instructions pour la batterie, les batteries à l'acide encore. Enfin voilà, ça c'était le petit truc amusant. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc, écoutez, cette moto tourne très bien, hein, comme je vous disais, c'est pas la plus belle, mais son contexte historique est vraiment super intéressant parce que 1982, c'est vraiment une année charnière. Et je vais vous remontrer à l'écran le petit médaillon qu'il y a sur le garde-boue avant. Alors, j'avais un petit médaillon comme ça que j'avais récupéré sur la moto d'un client quand on avait le magasin dans le Var, un client qui voulait qu'on repeigne sa moto. Je lui ai demandé s'il voulait pas récupérer le médaillon, c'était une 82 forcément, et il m'a dit non, non, je m'en fous du médaillon, tu gardes ça, tu bouches les trous, tu repeins tout en noir. Bon ben voilà, donc j'ai gardé le médaillon pendant des années, il était dans ma petite vitrine, et puis je me suis dit tiens, peut-être qu'un jour j'aurai la moto qui va avec, ben voilà, c'est fait. Bon, bah écoutez, c'était tout, c'était mon petit FXRS 1982, et pour conclure, je dirais que j'ai acheté cette moto à Laurent de Deep South Motors. Alors c'est amusant parce que Deep South Motors, c'est un atelier de mécanique Harley-Davidson qui se trouve à Cogolin, dans la zone artisanale où j'avais moi-même mon magasin avec mon ami Jean-Charles. Sauf que on s'est croisés, nous on a fermé le magasin en 97, lui il a ouvert quelques années plus tard, donc on s'est connus. Quand on s'est connus, lui avait déjà ouvert son magasin, mais nous on avait fermé le nôtre, on était revenus, on avait quitté le Var. Et voilà, donc Laurent, c'est vraiment un excellent mécanicien, Deep South Motors. Donc ça, c'était vraiment sa moto personnelle. Donc je l'ai acheté en toute confiance. Et puis sincèrement, pour un Chevrolet, je pensais pas qu'un jour je rachèterais un Chevrolet parce que j'en avais eu un il y a quelques années. Et puis franchement, ça m'avait pas vraiment éclaté. C'était un peu trop moderne pour vraiment me plaire. Et puis en même temps, c'était déjà trop ancien pour pas m'emmerder, quoi. Donc c'était la moto pas vraiment ancienne, mais qui a tendance à tomber en panne. Ben, écoutez, là, avec celui-ci, pas du tout, parce que ça, c'était vraiment la moto de Laurent. Il en a toujours pris grand soin, il l'a bichonné. Le moteur n'a jamais été démonté, donc toutes les vis sont encore impeccables, les têtes de vis, il n'y a rien qui a été foiré. De toute façon, avec Laurent, il n'y aura jamais rien de foiré. Et voilà, donc j'ai acheté cette moto en toute confiance, et puis voilà, je l'ai pas acheté pour la revendre, je ne sais pas si je la garderai éternellement ou non, parce que forcément, il y a un problème de place, il y a un problème de budget, peut-être qu'un jour il y aura autre chose qui me fera beaucoup plus envie que ça, on verra, mais en attendant, je suis très très content de l'avoir, avec sa peinture d'origine, avec tous ces petits accessoires d'époque. Bon, allez, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!